Je reste des heures à ma fenêtre. Lorsque Cécile descend, je me précipite vers ma table, je prends un crayon et je fais comme si j'étais en train de dessiner. Elle passe la tête dans la porte et elle me dit « Tu travaillais ?» « Oui, j'étais en train de travailler. »« Ah bon? Pourquoi tu veux quelque chose? Tu veux que je monte voir ton travail ?»« Non, 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 je me disais... » Il y avait comme quelque chose qui n'allait pas. J'avais l'impression que tu étais en bas en train de tourner en rond ou de... Enfin, comme il arrive quelquefois. Non, non, si c'est pas le cas, très bien, je remonte. Je peux regarder ce que tu fais? Oh, tu sais, tu peux regarder, mais ça n'avance pas beaucoup en ce moment. Cécile vient, regarde mon dessin, il y a une forme. Quelques grilles que j'ai fait aussi dans le bas de la grande feuille. Elle me regarde, elle veut me dire quelque chose, puis elle fait demi-tour et elle remonte. Quand j'entends sa porte fermée derrière elle, je reste encore un moment à fixer la forme, regardant un peu en bas cette ombre que j'avais faite. Je l'ai faite il y a combien de temps? Hier ou avant-hier? Peut-être que Cécile n'a rien voulu dire, mais s'est aperçue que le dessin n'avait pas avancé. Je devrais tirer des traits nouveaux, ou bien prendre un dessin ancien, le remettre sur la table et dire je le retravaille. Ainsi, elle ne s'apercevrait pas que je ne fais rien. Est-ce que c'est encore une cassure? Il me semble que les cassures vont maintenant en se précipitant. Il y a quelque temps de là, je décidais un matin de partir avec les chiennes. Cécile m'a dit « Si tu vas te promener, je voudrais bien me promener avec toi. » J'ai répondu « On se repromènera cet après-midi avec les chiennes si tu veux, tous les quatre, mais ce matin, j'aimerais seul un peu marcher. » Elle n'a pas insisté. J'ai vu que je l'avais non pas blessée, mais inquiétée. Les deux chiennes sautaient comme deux folles. Dès qu'on décroche la laisse, elles ne savent plus se tenir. Je les ai fait passer dans la cour, elles aboyaient, sautaient, couraient, revenaient vers moi, se mordillaient gentiment toutes les deux, sautaient sur moi. Arrivé au portail, je les accrochais. Nous marchions sur la route. Je suis un type mauvais promeneur. J'ai besoin de faire toujours la même promenade. Ou deux promenades. À la coup déjà, j'avais du mal à sortir dans le village, à un moment. Vers la fin, je sortais davantage. Mais sinon, c'était la promenade en direction de la Bertinière, la boucle autour de la Bertinière et le retour à la maison. Deuxième promenade, monter sur le plateau vers la Vierge, soit par la droite, soit par la gauche. À la hauteur de la carrière, il y avait deux chemins. Ici, maintenant, au Cousin, depuis des années, il ne peut y avoir que deux promenades. L'une qui va vers la Creuse. Arrivé en haut d'une côte, nous prenons un peu sur la gauche, sur la route dite du poteau, parce qu'il y a un poteau qui sépare là, l'Indre de la Creuse, les deux départements. Ou bien, au lieu d'aller à gauche, de filer tout droit en direction de Villebasse et de Nouziers, de faire une petite boucle vers le Boucheron et de revenir sur cette route, à la maison. Cette fois-ci, j'ai pris sur la gauche en direction des Bergères. Je ne vais jamais aux Bergères à pied. Nous avons descendu, les chiennes tiraient comme de folles. Elles voulaient surtout arriver là où elles connaissent le chemin, qu'elles soient lâchées, qu'elles courent dans les bois. J'ai dépassé la maison de Delincourt. J'ai regardé dans la direction de la maison. La femme était là. C'est une vieille femme, peut-être 80 ans. Quelquefois, elle vient quand il y a Jules. Ils parlent peu tous les deux. Jules dit « Elle ne m'intéresse pas ». Elle, quand elle nous revoit, ensuite, elle dit « Votre père a l'air très gentil, il ne parle pas ». Cette fois, je suis rentré chez elle.
J'ai dit aux chiennes, tout à l'heure, on continuera la promenade, tout à l'heure. C'est une femme que j'aime entendre. C'est une paysanne qui n'a plus de culture depuis longtemps. Il ne lui reste plus que lapin et poulet. Son fils, qui a cessé de faire la culture, travaille comme maçon. C'est plus que du plaisir que de la rencontrer pour moi. J'aime qu'elle m'invite à rentrer dans sa cuisine, à sentir les 2 chiennes sous sa table, et je ne sais pas par quel bout commencer pour être sûr de la lancer dans une direction. Cette fois, je voulais lui poser une question. J'avais, depuis des années, remarqué qu'elle tenait toujours sa main droite dans son tablier. Elle s'exprimait en agitant son bras gauche, en ouvrant sa main, prenant son menton, tirant sur sa peau. Elle avait un tic avec son index, elle tirait en dessous de sa lèvre, la lèvre inférieure, et elle laissait voir une dent. Et elle parlait de cette façon-là, avec un léger sifflement dans la voix. Je guettais ce moment car je savais que là, elle me raconterait une de ces imbécilités d'histoire de voisins. Le voisin, cette nuit, il est sorti, il a posé des collets. Je ne m'en lassais pas. C'était presque toujours la même histoire puisque c'était toujours le même voisin. Un voisin avec qui elle ne s'entendait pas et qui était celui qui, peut-être, avait écrasé Scotty à notre arrivée. Depuis longtemps, je demandais à Cécile, d'après toi, cette main qu'elle cache, c'est pour quelle raison? Et nous avions tout imaginé une plaie suppurante, imaginé été comme hiver des gerçures, comme il arrive que quelquefois les gens en ont, et qu'elle voulait la dissimuler. Que c'était une main sale, que c'était une main atrophiée, une main d'infirme, qu'elle était née avec une main sans doigt. Elle tirait sur sa lèvre et, une fois encore, on était parti, non pas dans les collets, mais elle avait entendu dans la nuit les voisins sortir leur vieille voiture. Il devait être 11 heures, elle était restée éveillée, et elle n'avait entendu la voiture revenir que vers 5 heures. Comme elle avait pris la précaution de ne pas vraiment fermer ses volets, elle s'était levée à leur retour et avait regardé derrière sa fenêtre. Il faisait à peine jour. Elle avait remarqué, disait-elle, qu'il sortait de la malle de la voiture comme des sacs, ou bien des objets. Mais de là où je suis, je ne peux pas bien voir. En plus, je n'avais pas mis mes lunettes. Et puis la nuit, mes yeux sont fatigués, ils ne distinguent pas bien. J'aurais pu dire à Robert, lève-toi, viens vite, regarde. Ce n'est pas les collets qui sont allés poser, ils sont allés voler chez les gens. On disait que, je savais, par les autres voisins, Denise, Jean, Joël, on ne se gênait pas pour dire maintenant, ils ne vivent que comme ça. Je ne les croyais qu'à demi. Sûrement que ces gens avaient une vie très particulière pour des paysans. Le jour, on les voyait rarement dans les champs, ça poussait quand même, ils faisaient tout de même leur récolte, mais le soir, il y avait un va-et-vient de voitures qui venaient chez eux, d'eux qui sortaient. Et tout à coup, alors qu'elle était là, bien enfoncée dans son histoire, voulant me persuader, je lui ai dit, Madame, vous seriez d'accord si je vous posais une question? Oh, monsieur, je serais très contente que vous me posiez une question et que je puisse y répondre, si ça pouvait vous rendre service. J'ajoutais que je n'étais pas sûr que ça soit un service. Je lui dis, c'est plutôt, non pas de la curiosité, c'est une question que je me pose moi-même et que je devrais vous poser. Je ne voudrais pas que cela vous fâche, je ne voudrais pas que vous trouviez beaucoup plus que de l'indiscrétion de ma part. Nous nous connaissons depuis des années. Ah, monsieur, ça fait plus de 10 ans que vous êtes là. Je suis si contente quand je peux aller un peu chez vous, quand Robert va travailler le jardin avec votre femme. Ça me plaît. C'est pas parce qu'il ramène un billet, non, ça me plaît. Il va là, il parle un peu avec vous, ça le chore, ça le change. Je vous écoute. Posez-la votre question. Ma question, c'est une question qui vous concerne. Ah oui?
Qu'est-ce que vous voulez savoir? J'ai rien à cacher, je peux tout vous dire. Oui, enfin, non, ne croyez pas que ça soit... C'est quelque chose qui vous concerne, vous, dans votre... comment dire? Dans vos mouvements. Dans mes mouvements? Dans vos mouvements. Par exemple, vous savez, je remarque beaucoup de choses. Alors j'ai remarqué que quand vous parliez, c'était avec votre main gauche portée à votre bouche et que vous tiriez un peu votre lèvre en bas. Ah, je ne savais pas. Ça ne se fait pas. Non, pas du tout. J'ai remarqué ça. J'ai remarqué d'autres choses. J'ai remarqué que quelquefois, pour parler, vous deviez mettre vos lunettes. C'est certainement pour voir celui à qui vous vous adressez. Ah oui, sans doute, j'ai pas de bons yeux. J'ai remarqué encore d'autres choses. Ah oui? Et quoi donc? J'ai remarqué que seule votre main gauche vous sert quand on est là, et que votre main droite ne vous sert jamais. Elle restait, elle me regardait. De sa main gauche, elle a retiré ses lunettes, donc elle ne voulait plus me regarder. J'attendais encore. Je venais de commettre une belle connerie. J'avais un ennemi avant, maintenant je vais peut-être en avoir un deuxième. Pire, ça sera une femme, et une femme pour qui j'avais certains, enfin pas des sentiments, mais c'était une femme qui me faisait toujours passer un agréable, pas un agréable moment, qui m'apprenait quelque chose, qui m'apportait quelque chose. Le fait qu'elle vienne à la maison donner à Cécile 2 œufs ou 3 œufs sans jamais se les faire payer, ou bien 2 endives, 3 endives qu'elle avait fait venir dans sa cave après les avoir retirées de son jardin, je ne saurais pas dire pourquoi. C'était plus que d'être touché. Elle avait besoin de venir chez nous, pas seulement parler, passer un moment avec Cécile. Elle venait vers nous, comme un animal vient vers nous. Comme moi, devenu animal, je vais quelquefois justement vers l'autre voisine, Denise, que je m'assieds devant elle et il m'arrive de lui dire « Dites-moi quelque chose, qu'est-ce que vous avez fait ce matin ?» Et gênée, petite paysanne un peu ratatinée sur elle-même, elle me dit « Mais vous savez, j'ai fait comme d'habitude, monsieur II. Je suis allé à mes vaches ce matin. Non, mais avant d'aller à vos vaches, qu'est-ce que vous avez fait ?» Ben, je me suis levé. Et en vous levant, vous commencez par quoi? Ah ben, je commence tout de suite par allumer le feu. Ensuite, je me passe un chiffon sur les mains et sur la figure. Et quand je reviens, l'eau est chaude. On prend notre premier café. Après, ben, je m'habille pour pouvoir aller dans les étables. Et je vais traire ma vache. Je reviens. Et dans la matinée, bien, je vais faire marcher la baratte. Et puis voilà, petit à petit, la journée va passer. C'était pas ce que je voulais entendre, mais j'avais entendu un petit peu de la vie de Denise. Avec l'autre femme, c'était pas à quelle heure vous levez-vous, que faites-vous en vous levant, allumez-vous votre poêle, non. C'était la main que je n'avais jamais vue, que je voulais voir. Cette main qui était toujours dans la poche du tablier. Et quand quelquefois je la croisais dans le village, elle avait la main soit dans son sac, soit dans sa poche. Donc elle cachait sa main même aux autres. Des autres qui... J'aurais pu demander à Denise, pourquoi ma voisine tient-elle toujours sa main dans sa poche? Mais j'avais redouté, en lui posant une question pareille, de l'amener à se demander, peut-être que lui, il se demande pour moi, la raison de. Alors pourquoi est-ce que je mets un fichu sur la tête le matin? Pourquoi le soir, je mets un autre tablier? Alors je m'étais tu. Mais avec la vieille voisine, Félicie, j'étais décidé à aller plus loin. J'avais dit à Cécile, je vais faire un tour, et je voulais faire un tour. J'avais dit aux chiennes, on va se promener, promener. Elles avaient sauté, elles étaient heureuses. À peine étais-je sorti de la maison, que j'avais bifurqué un tout petit peu, et que j'étais venu vers Félicie. Elle était là maintenant avec ses lunettes au bout de sa main. Je lui ai dit, vous pouvez remettre vos lunettes. Et je me rends très bien compte que je vous ai demandé quelque chose qu'il n'aurait pas fallu. Excusez-moi, je ne peux pas vous demander de l'oublier parce que sûrement que cela vous a, enfin blessé, je ne crois pas. Vous auriez pu me poser la même question, mais vous auriez pu, mais vous ne l'auriez jamais fait.
Et lentement, ce n'est pas sa paire de lunettes qui est venue sur son nez, ce n'est pas son bras gauche qui a bougé, c'est elle avec ses yeux devenus plus petits, peut-être par la myopie, qui mordillait sa lèvre et imperceptiblement bougeait son bras droit. J'étais accroché à un bout de la manche, plissé à l'entrée de la poche du tablier. Ce gros pli que faisait la manche sur le rebord de la poche se détendait tout doucement, lentement. La main laissait voir le poignet. Bientôt, dans très peu de minutes, il y aurait le pouce dehors, à moins qu'elle décide d'arrêter. Non, je savais que j'avais touché quelque chose en elle, comme quand on commande en appuyant sur un bouton une sorte de mécanique, et que lentement on voit sortir la chaîne, et au bout de la chaîne le seau, et dans le seau, de l'eau ou du sable, ou des pierres. Une bonne partie de la main était dehors. Je voyais la naissance du pouce, et déjà l'os de l'index qui devait commander la première phalange. Puis tout doucement, la naissance des doigts, et encore progressivement, comme un animal qui passe la tête hors de son trou. La main apparaissait. Ce n'était pas une main avec des doigts, c'était une main comme une tête de... où ça aurait pu être une racine qui aurait... Et la main continuait à sortir. À présent, elle était entièrement hors de la poche. La manche recouvrait un peu le dessus. Je la voyais, sa main. Il y avait 3 doigts d'absent. L'index était au bout recroquevillé sur lui-même. Seul le pouce était entier. Ce n'était pas une main d'infirme. C'était une main comme Charlot quand j'étais enfant. Tordu qu'il était, baveux, descendant dans la cave avec mon oncle et butant de partout. Épileptique, disait-on, mais grand nerveux. Il tenait ses mains recroquevillées, comme ces poulpes que l'on montrait dans les livres, avec les tentacules refermés sur elles-mêmes, enroulées sur elles-mêmes. Mais elle, ce n'était pas enroulé. C'était une absence de doigts, et l'index seul, crochu, amputé à son extrémité, tordu, brisé sans doute. Raide, il était raide. Son index était tout le temps comme ça. Seul le pouce qu'elle agitait tout doucement, dans un petit mouvement comme seuls les enfants peuvent en avoir, quand ils jouent en le regardant, se racontant une histoire. Elle me racontait l'histoire de sa main. Elle l'a posée sur une de ses jambes, comme si on voulait tenir une cuisse. Elle ne pouvait rien tenir. Je lui ai dit, c'est pour ça que vous la cachez tout le temps. Elle a reposé ses lunettes sur le nez. Oui, je la cache, mais tout le monde sait. Il n'y a que vous qui ne savez pas. Tout le monde sait que vous avez eu un accident. Ce n'est pas un accident, monsieur II. Les autres savent que ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un accident. Tout le monde sait que ce n'est pas un accident. Je ne sais pas comment c'est venu. J'étais dans ma cuisine, il y a très longtemps. Mon mari était là. Mon mari a toujours été malade. Mon mari est mort il y a longtemps. J'en ai eu, peut-être que j'en ai eu assez, je ne sais plus. J'ai complètement perdu ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que j'étais dans ma cuisine. Je faisais de la cuisine. Je tournais dans une casserole avec une cuillère en bois. De la main, celle-là, celle que j'ai conservée entière. Je tenais la casserole. Et puis l'autre tournait. Et puis, brusquement,
J'en ai eu assez de tourner. Je suis sorti, je suis descendu, là, les marches que vous avez montées tout à l'heure. Je suis allé derrière, là où il y a les poules et les lapins, là où il y a les fagots, le bois, là où Robert casse le bois. Mon mari cassait aussi le bois, là, quand Robert était enfant. J'y suis allé, j'ai trouvé la hache, j'ai pris la hache de la main gauche, je l'ai abattue sur la main droite. J'ai coupé ça. Le reste, ça n'intéresse personne. J'ai saigné, j'ai pas crié. Je suis allé voir mon mari dans le champ. Je lui ai dit, regarde, regarde ce qui est arrivé. Et puis, il s'est occupé du reste. On m'a emmené, je ne me rappelle plus. Je crois que les gens ont été gentils. C'est à partir de ce moment-là, monsieur II, c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu du mal à faire de la cuisine, j'ai eu du mal à rester là, assis sur une chaise. Alors ce qui m'arrivait, et que je voulais cacher, mais que tout le monde savait, tout le monde avait dit, la Félicie s'est coupé la main. Mon mari a essayé de leur faire croire que je m'étais coupé la main en coupant du bois. Personne n'a cru. Certains ont cru. Après, on a fait comme si c'était vrai. Et je me suis retrouvé sur la route, longtemps après. Mon mari était mort. On m'a ramené. J'étais toute nue. Je ne savais plus ce que je faisais. J'étais, comme on dit, pas bien. Mon mari était mort, je vous l'ai dit. Il était mort dans le lit, à côté de moi. Alors je me mettais toute nue, puis je sortais, je marchais. Tous les hommes m'ont vue, toute nue. Ça, vous vouliez pas le savoir, mais je vous l'ai dit. Et puis il y a des moments où quand Robert est là, je le regarde, et je me dis, mais ce petit-là, il a votre âge maintenant, peut-être. Je lui ai complètement coupé sa vie. Oui. Et lui aussi, il a une main de coupée. Robert a une main de coupée, je ne l'ai jamais vu. Non, mais il a une main de coupée ailleurs. Robert s'est pas marié. Oui. Il s'est pas marié parce qu'il a quelque chose de coupé. Oui, il a quelque chose de coupé. C'est pas dans ses mains. Il a eu un accident? Non. Un autre accident. Avec une hache aussi? Non, c'était pas avec une hache. Je voulais sortir, mais je ne pouvais pas sortir. Il n'était pas question de laisser cette femme maintenant, là, avec cette histoire qu'elle venait de sortir. Elle ne m'a pas dit plus longtemps ce qui était arrivé avec Robert, ce que Robert avait eu comme accident. Je me promettais seulement de faire venir Robert à la maison et de lui demander de m'aider à pousser un jour un meuble ou... Je voulais regarder à la fois ses mains, ses poignets, son cou peut-être. Qu'est-ce qu'il avait fait? J'ai longtemps cru qu'il avait essayé de se suicider. Un coup de rasoir, il devrait y avoir une cicatrice. Il portait toujours des chemises avec le col bien fermé, même l'été. Mais les cultivateurs portent des chemises au col fermé. Ils ne veulent pas que les guêpes, les bêtes, rentrent dedans. Elle m'a dit, vous vouliez vous promener avec vos chiennes? Faut pas que je vous empêche. Je voulais me faire un petit tour, mais je ne sais pas si je dois vous faire des excuses pour vous avoir posé ma question. Elle était tout à fait déplacée, je me rends compte maintenant. Il faudrait venir un jour à la maison avec Robert, on prendra un café. Oui, moi je serais d'accord. Ou bien venir avec votre femme. On fera ça. Est-ce que vous seriez d'accord si je vous demandais de ne pas dire à Robert que je vous ai posé la question pour votre main? Oh, ça ne le gênerait pas. Avec vous, on ne se gêne pas. Quand je me promenais toute nue, si ça avait été un homme comme vous, si vous aviez été déjà là, monsieur II, et si je m'étais promené toute nue sur la rue, ça m'aurait moins gêné que ceux qui me rencontraient sur la route, parce que eux, après, ils en parlaient. Tandis que vous, je suis sûr que vous n'en auriez pas parlé. Vous auriez dit, elle est un peu folle et c'est tout.
En tout cas, c'est sûr, je n'en aurais pas parlé. Et les autres en ont parlé. Ah oui, j'ai été la risée. Longtemps, je ne suis plus retourné aux bergères. Ils me regardaient comme si j'étais nu. Ce qu'il y a, c'est que je ne me souvenais pas qui m'avait vu. Alors je ne pouvais qu'imaginer que tous ceux que je croisais m'avaient vu nu. Oui. Oui, on a comme ça des passages dans la vie. Vous savez, même moi. Ah non, vous êtes bien, monsieur II. Oui. Vous permettez que je vous dise quand même moi, puis la fin de ma phrase? Ah oui, excusez-moi. Même moi, madame Delincourt. Même moi qui vous donne l'impression d'être bien. D'ailleurs, il n'y a personne de bien. Ça ne veut pas dire grand-chose d'être bien. Le médecin qui vient vous voir quand vous êtes fatigué, vous lui prêtez d'être bien. Ah, il a l'air d'être... oui, il a l'air d'être bien. Il a un bon métier. Je sais qu'il a une femme avec 2 enfants. C'est quelqu'un qui est bien. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne savez pas ce qu'il a dans la tête et vous ne savez pas ce qui lui passe. Ça dépend, monsieur II. Ça dépend. S'il peut faire face à tout ce qui lui arrive, il sera bien, il restera bien. Ceux qui ne peuvent pas arriver à porter ce qu'on leur a mis sur les épaules ou ce qu'on a mis dans leurs poches. Moi, quand j'étais jeune, je fouillais toujours dans mes poches, toujours. J'avais l'impression qu'on avait mis comme des cailloux dedans. C'était toujours lourd, dans les poches de mon tablier, dans les poches de mon manteau. Même à l'école, la maîtresse. C'est loin, ça. La maîtresse disait « Félicie, arrête de mettre tes mains dans tes poches ». Elle disait « C'est pas bien, c'est les hypocrites qui mettent les mains dans les poches ». Je ne pouvais pas lui dire que je fouillais dans mes poches, que j'avais besoin de sortir. Même le mouchoir, je ne pouvais pas le supporter dans ma poche. Je le mettais là, dans mon corsage. Ma mère disait « T'es folle, Félicie, de mettre ton mouchoir là. On ne met pas un mouchoir là. Quand il est propre, oui, si tu veux, mais quand il est sale. » J'ai jamais pu faire comme ma mère disait. Et même quand il fait froid, j'ai du mal à mettre ma main gauche dans ma poche. Je mets que ma main droite. Je ne mets pas ma main gauche parce que je me dis je vais encore me mettre à fouiller. Alors, vous voyez bien que il y a quelque chose qui... Alors vous ne mettez jamais vos mains dans vos poches. Moi, je ne mets pas mes mains dans mes poches, mais par exemple, en ce moment, je peux vous dire ça. C'est pas la peine que je vous dise de ne pas le répéter, vous ne le répéterez pas. Oh non, monsieur II. Moi, quelquefois, je reste des heures, des jours dans mon atelier, dans la grande pièce là-bas au fond. Vous savez, celle où il y a le grand poêle. Eh bien, je reste là sans pouvoir travailler. Ah oui, mais vous, c'est pas pareil, votre travail, c'est un travail qui est très difficile. Non, c'est même pas un vrai travail, c'est autre chose. Mais je ne peux pas en tous les cas me mettre à ma table, je ne peux pas taper à la machine, je ne peux pas... J'ai des choses à faire que je ne fais pas. Alors qu'est-ce que vous faites pendant ce temps-là? Eh bien rien. Oui, mais c'est bien, vous avez les moyens. Non, mais c'est pas une question de moyens, Madame Delincourt. Je tourne dans ma pièce et au bout d'un moment, je me dis, il faudrait que j'arrête de tourner. Alors je prends les chiennes et voilà, je vais faire une promenade, je vais faire un tour. Mais Madame II, elle fait comme vous, mais je ne sais pas, mais peut-être que dans son atelier, il lui arrive elle aussi de tourner pendant 1 heure, 2 heures, ou d'être à sa table et... Mais alors vous pensez pendant ce temps-là? Quelquefois je pense, mais il m'arrive aussi de ne pas du tout penser. Alors vous attendez. Oui, j'attends que revienne le calme. Ah oui, mais c'est pas pareil que moi. Jamais vous iriez dans le fond de votre garage et puis avec une hache, jamais vous feriez ça. Je regardais Félicie. Elle n'a pas l'idée qu'en dehors de la hache, on puisse faire autre chose. Qu'il ne soit pas nécessaire de se servir d'une hache. Que le fait de marcher, c'est aussi se couper quelque chose. Oui, elle prête aux autres d'être mieux qu'elle. Vaut mieux la laisser avec cette idée-là. Je vais vous laisser, oui, vous avez raison, je vais marcher un peu avec les chiennes. Je vous remercie de m'avoir reçu et merci de m'avoir écouté. Merci de ne pas m'avoir répondu autrement. Je suis sûr que
Je suis sûr que vous avez, dans un moment où vous ne pouviez plus supporter, trouvé, disons, cet échappatoire, comme un animal qui est pris et qui, pour se sauver, doit passer nécessairement par le feu. Vous dites vrai, c'est tout à fait ça que j'ai eu. J'ai dû passer par le feu. Oui, vous avez raison de me dire ça, monsieur II. Vous savez, c'est pas très fort ce que je vous ai dit. Bon, eh bien, allez les chiennes. Bara, Zaza, allez, promenez. Les chiennes se sont mises à sauter et à aboyer. Félicie a éclaté de rire. Elles sont gentilles, vos chiennes, monsieur II. J'avais peur au début quand je passais au portail, elles se jetaient contre le portail. Et depuis, j'ai pris l'habitude d'aller de temps en temps vous voir. J'ouvre le portail, mais je n'ai plus peur. Elles sautent autour de moi. Elles feraient tomber une vieille femme comme moi. Mais je fais attention. Je vais toujours chez vous avec mon bâton. Pas pour eux. Non, seulement je me tiens après mon bâton. Puis je leur dis, allez, allez, calmez-vous, calmez-vous. Elles sont gentilles, ces chiennes-là. Ça, c'est des bonnes chiennes. Bien intelligentes. Regardez, elles savent qu'on parle d'elles. Regardez surtout la vieille, les yeux qu'elle vous fait. Oh, tu es une bonne bête. Je peux leur donner un bout de pain? Ouais. Félicie a cassé 2 bouts de pain. Zaza a sauté. Bara a laissé tomber le pain par terre et puis s'est penché pour le prendre. Ah, la vieille, elle est beaucoup plus calme que la jeune. Hein. Ah oui, quand on est jeune, on en fait des choses. Moi, j'en ai fait des choses en étant jeune, vous savez. Ah oui. La roue tourne. Bonne promenade. Et vous aussi, les chiennes. Bonne promenade. Courez, courez. Regardez comme elles tirent. Comme elles tirent, mais elles me feraient tomber, moi, si je devais les tenir avec une corde comme ça. J'ai filé, j'ai retrouvé la route. On a descendu encore un tout petit peu, pendant une centaine de mètres. Sur la gauche, il y avait un bois. On a pris. Chemin très boueux, il avait plu depuis quelques jours. J'ai lâché les chiennes, elles sont parties comme 2 flèches. Ici et là, de grands trous, comme des cratères. Nous nous demandions ce que c'était que ces trous, Cécile et moi. Il a fallu qu'un jour, en reparlant avec le voisin, nous apprenions que des bombes avaient été lâchées là, il y a très longtemps. 30 ans de ça. Des avions étaient passés. C'était l'Exode, ils avaient jeté des bombes là. Ils voulaient sans doute tirer sur la maison de Félicie ou sur notre maison. Ils avaient lâché des bombes là, en plein cœur du Berry, dans une campagne douce, où rien n'habitait rien, où seuls hommes et femmes allaient dans les champs. Venir lâcher des bombes là. Bara est allée dans un des trous. Dans le bas, il y avait de l'eau, elle a sauté dedans, éclaboussée. Bara, viens ici, tu vas être dégueulasse. Bara remontait. Je sais quand Bara est heureuse. Je dis, elle rit, elle relève les babouines, elle bouge sa tête. La queue, c'est comme les ailes d'un moulin. Ah, tu es sale, mais ça t'a fait plaisir. Allez, pars en avant, cherche, cherche. On a monté. On est arrivé à un petit pré. Un petit pré qui avait été dans le temps clos par des fils de fer, mais là les fils de fer avaient lâché. L'herbe, les buissons commençaient à pousser. Les paysans petit à petit lâchent les petits prés. Ils ne s'intéressent qu'aux grands. Les petits vont lentement redevenir de la broussaille. Un jour peut-être, ils viendront là planter 1 arbre, 2 arbres, 10 arbres. Peu de chance pour que ce pré-là ait le droit à ça. Mal placé, mal orienté, situé au bout d'un terrain boueux, un petit bout de terre perdu. Bara fonce dans les broussailles, fait lever des perdrix. Bara vient ici. Zaza suit sa mère. Je marche. Je regarde à droite, à gauche. C'est non pas le silence, c'est le bruit des bois. Tout craque, tout se soulève, tout respire. Des oiseaux viennent, des oiseaux partent. On marche. Bara trouve un petit sentier. On suit le sentier. Bara est heureuse. Elle m'a indiqué une route, un chemin. Nous ne l'avions jamais pris. Allez loin devant. Bara, pas si loin, viens ici. Bara revient, me regarde, insiste, repart devant. Elle veut qu'on aille dans cette direction. On marche. On marche longtemps. Tout à coup, ça descend. Encore des arbres. Au milieu, le sentier serpente. En bas, tout en bas, de l'eau coule. Zaza se jette dans l'eau. Bara reste un peu sur le bord et tout à coup, hop, elle saute.
j'ai vu que l'eau coulait sur des pierres. C'est un petit ruisseau, une source n'est pas loin. On fait quelques pas, Zaza et Bara s'ébrouent. Ce ne sont plus maintenant que des pierres qui sont dans le fond de l'eau, mais il y a comme un petit barrage. Je m'approche, une retenue d'eau, vieille retenue d'eau qui ne sert peut-être plus à rien. Des ronces ont réussi à, en pendant par-dessus l'eau, toucher la pierre. Elles essaient de s'agripper à cette pierre. Elles ne pourront pas résister. L'hiver, le débit sera plus grand, arrachera quelques-unes de ces grandes tentacules. L'été prochain, la ronce recommencera, essayera. C'était quoi cette pierre-là? Des hommes étaient venus faire une retenue, pourquoi? Pour des bêtes, transformant ça en abreuvoir pour eux. Non, il y a un trou dans la pierre. J'enjambe le ruisseau. Bara et Zaza font pareil. De l'autre côté, 4 pierres, comme un réservoir. L'une des pierres est inclinée. Je cherche le sens. L'eau rentre par la droite, ressort par la gauche. La retenue sert à ça. L'eau s'en va ensuite plus bas. Elle retrouve son cours. Qui est-ce qui a fait ça et à quoi est-ce que ça servait? Bara regarde. Bara voudrait rentrer dans le petit bassin. Un bassin de 2 mètres de long sur 1 mètre de large. Je trouve ce que c'est. Ce n'est pas un abreuvoir, c'était un lavoir. Un lavoir ici, il n'y a aucune maison autour. Ou bien il y avait des maisons et les maisons se sont écroulées. On est dans le fond, non pas d'un ravin, mais d'une vallée malsaine, de la mousse partout. On tourne. Je vais à droite, à gauche. Je remonte de l'autre côté. Je trouve des ruines. Il y avait une maison. Un peu plus loin, encore des ruines, une autre maison. Puis une maison droite, dressée encore, mais le toit est tombé dans la grange. Il y avait donc des gens là, des femmes là. Est-ce que ces gens-là, dans un cul-de-sac pareil, pas le trou d'enfer, mais un trou glacial, même l'été, il doit faire frais là. Des hommes et des femmes vivaient là, des gosses ont été élevés ici. Il y avait de quoi tourner en rond dans les pièces comme moi dans la mienne. Ah, ce qu'il faudrait, ça serait pouvoir faire sentir dans un dessin l'eau froide qui un temps servait et qui maintenant ne sert plus. Une eau perdue, une eau pour rien. La nature avait donné, les hommes étaient venus, avaient fait un barrage, avaient peut-être décidé c'est cette eau-là qui est la plus importante. Maintenant, les pierres, on construira une maison ici, une maison là. On aura de l'eau fraîche, propre, pure, bonne. Pour les hommes, pour les bêtes, un peu plus bas, un lavoir pour le linge. Vraiment une toute petite merveille. Le froid, le chaud, les hommes s'en foutent. Quand il fait froid l'été, on allume le feu, c'est pas les arbres qui manquent. J'imaginais dans la grande grange, immense grange. Est-ce que c'était le toit tombé par terre qui rendait cette pièce si grande? Il devait rentrer 20 vaches, 30 vaches. Peut-être que les appartements étaient aussi là. Peut-être que la cuisine, c'était là où je me trouve. Bara monte sur une poutre. La poutre est encore ferme. Ça doit faire 40 ans qu'elle pourrit là. C'est du chêne. Le chêne résiste si longtemps à l'eau. Non, c'est pas du chêne, c'est du châtaignier. Ça résistera encore 100 ans. 100 ans avant de pourrir. La cuisine était peut-être là, oui. J'essaye de soulever. Il y a déjà de la terre, des feuilles. Des arbustes commencent à pousser. Plus loin, il y aura un arbre dans le coin. Oh, un frêne qui pousse dans la maison. Je vais vers lui, je tire un peu sur son tronc, il est gros comme un poignet, comme le poignet de Félicie. Au pied des pierres, je gratte, je soulève. Bara vient, elle gratte comme moi. Zaza, qui ne sait pas faire autrement que sa mère, en fait autant. Nous voilà tous les trois à gratter. Les 2 bêtes grattent dans le désordre. Moi, avec obstination, je soulève une pierre. Encore une, encore une. Un commencement de pierre déviée. Je suis juste sur le petit trou. L'évacuation. C'était ici la cuisine. On rentre à la maison. Ça y est, c'est fait. On est dégueulasse, on rentre. On a fait un grand tour. Bara, Zaza, en avant. On remonte. On grimpe à même la petite colline. On retrouve notre pré.
Zaza aussi, Bara aussi. Elles courent, elles savent que juste avant d'arriver à la maison, il faut se dépenser. Il faut arriver en sueur, la langue pendante, avoir très faim et dormir toute l'après-midi. Sentir Moujik, sirène qui va venir, qui va renifler les pattes de Bara et de Zaza. Bara va grogner, Zaza va être contente que Sirène lui sente ses pattes. Sirène, un petit peu plus tard, certainement lèchera l'extrémité des pattes. Elle aime l'odeur de terre que Zaza ramène. C'est pas comme Stéphane. Stéphane aimait la bouse sur les bottes de griot. Elle, Sirène, elle aime la terre sur les pattes de Zaza. On retrouve notre route goudronnée. Je repasse devant la maison de Félicie. Je ne tourne pas la tête. Je ne veux pas me faire arrêter. J'arrive chez moi. Portail. Je referme. Je décroche les chiennes. Elles courent à la maison. Elles aboient. Cécile passe la tête. Vous voilà, la soupe est prête. Venez les chiennes. Les chiennes se jettent sur leur bol. Elles dévorent. Je dis à Cécile, passe-moi une serviette. Je dois les essuyer. Elles sont allées dans l'eau. Elles ont couru. Elles ont chaud. Elles se sont vraiment fatiguées. Je rentre dans la salle commune. Cécile me demande, tu as marché longtemps? J'ai marché un petit peu, oui. J'ai rencontré Félicie tout à l'heure. On a un peu parlé. Tu n'as pas remarqué, toi, que Robert avait une blessure quelque part? Non. Il ne boite pas? Non. Et quand il fait le jardin avec toi, il ouvre le col de sa chemise? Ça, je ne sais pas, j'ai jamais vu. Il faudrait regarder. Pourquoi? Il a un problème? Ce n'est pas un problème. J'ai l'impression que Robert a eu une blessure. Et que cette blessure-là, il la cache. Tu sais, la vieille, la main qu'elle garde toujours dans sa poche, je sais ce que c'est maintenant. Je voulais pas t'en parler, puis tout à coup, j'ai besoin de le faire. J'ai réussi à voir ce que c'était que cette main. Elle a tous les doigts coupés. C'est elle qui l'a fait. C'est elle qui l'a fait. Non, non, pas en cassant du bois. Elle en a eu assez de tourner la cuillère dans une casserole. Elle ne supportait plus quelque chose. C'était pas la casserole et c'était pas de faire la soupe. Ensuite, j'ai su autre chose. Je crois qu'elle nous aime bien. Enfin, je crois qu'elle ne se gêne pas. Enfin, le fait d'avoir dit ce qu'elle m'a dit, c'est bien la preuve. Il lui arrivait de sortir, marcher sur la route, d'aller vers les bergères ou de venir vers nous. Il y a longtemps, il y a très longtemps de ça. Elle était toute nue. Cécile me regarde. C'est elle qui te l'a dit. Ouais. C'était avant la main ou après la main? Je ne sais pas, mais ça n'a pas d'importance. Enfin, si je le sais, je crois que c'était après la main. Quand elle était petite, elle tenait tout le temps ses mains dans ses poches. Elle cherchait dans le fond de ses poches. Elle disait que ses frères, ses sœurs ou les petites copines à l'école lui avaient mis des cailloux. Elle ne pouvait même pas mettre son mouchoir dans sa poche. C'est une drôle d'histoire, non? Mais se balader toute nue sur la rue. Les gens l'ont vue? Ouais. Et elle est restée là après? Ben oui. Un paysan, ça déménage pas. Il est évident que si moi je m'étais baladé à poil là, je peux te dire que 48 heures après, une fois que j'aurais retrouvé ma tête, je serais pas resté. T'as jamais connu quelqu'un qui marchait à poil dans la rue? Non, mais je sais, dit Cécile, qu'il y a des femmes ou des hommes qui sont nus en dessous en imperméable. Oui, ça je le sais aussi. Puis qui ouvrent l'imperméable et qui le montrent aux petites filles ou aux petits garçons, si c'est des femmes. Mais là, toute nue dehors, puis rester là dans le coin après. Ouais. Et puis Robert, il y a quelque chose chez lui, je sais pas ce que c'est. Il y a eu aussi. Mais c'était pas à poil, lui. Puis c'est pas la main coupée, puisqu'on a bien vu, il n'y a rien. Sauf le cou, je me suis dit, il tient toujours son col fermé. Il y a peut-être une raison là. Tu retournes dans ton atelier, tu veux travailler un peu? Oui, je pourrais. Je suis retourné dans l'atelier, me suis assis à ma table. Impossible de travailler. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça à Cécile? Quel besoin d'aller tout de suite raconter des choses?
Je suis certain qu'elle a été impressionnée. J'entends les chiennes qui courent. Encore un peu. Elles viennent de manger, alors elles ont cette habitude d'aller vers la barrière, vers le portail, de remonter, de revenir. Dans quelques minutes, elles vont se calmer. Je souhaite qu'il n'y ait plus de bruit. Je souhaite que Cécile les fasse rentrer, qu'elle leur dise « Allez dans vos paniers », que les bêtes s'endorment. Je souhaite que Cécile ne vienne pas me dire « Le repas est prêt, si tu veux, on passe à table ». Recommence en moi. Recommence quoi? J'ai du mal à articuler pour moi-même. J'ai le sentiment de reculer, reculer. Je ne suis pas bien, je ne peux pas travailler. J'aurais pu ne pas rencontrer Félicie, je l'ai rencontrée. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi, elle a dit « vous êtes bien ». Elle n'a pas tort, moi je devrais pouvoir faire face aux choses, et je ne fais pas face. Comment est-ce qu'on arrive à se mettre dans un piège comme celui-là? Je me rappelle très bien qu'enfant, quand je dessinais, il m'arrivait d'attendre longtemps que seul quelque chose vienne, sans que... Pourquoi? Pourquoi maintenant je pense si souvent à ce que je faisais quand j'étais enfant? Je peux rester 1 an, 2 ans, 3 ans sans avoir aucune de ces